Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Précédemment, nous avons parlé du Mali. Aujourd'hui, nous allons parler de notre pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Dans 4 mois, précisément le 31 octobre prochain, selon le calendrier électoral, se jouera le scrutin présidentiel. Une élection qui s'annonce depuis, mais avec moins de chances d'avoir un nouveau vent politique qui souffle sur le pays. La nouvelle tête que nous connaissons, qui est désignée par le président lui-même sortant, est décédée ce 8 juillet. Une mort subite qui vient ajouter encore plus de suspense autour de cette élection présidentielle qui déjà est maillée d'actes et d'événements un peu critiqués ou controversés. La Côte d'Ivoire et sa situation électorale 2020, ce sera dans un instant avec un invité que je vous présente après cette petite pause. Merci, chers internautes. Comme je vous l'annonçais tantôt, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et sa situation électorale de 2020. Je serai accompagné sur ce plateau d'un Ivoirien. Il est déjà passé sur le débat de jeudi. Il est avec nous ce soir. Bonjour et bienvenue. Bonjour James. Bonjour Serge. Alors, pour animer ce débat ce jour, je suis avec mon collaborateur de tous les jours. Serge, il est avec nous. Il va m'accompagner pour poser quelques questions à notre invité du jour afin de décortiquer cette situation électorale de la Côte d'Ivoire. Bonjour Serge. Oui, bonjour James. Bonjour David. Alors, chers internautes, comme on l'a annoncé, nous allons parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et sa situation électorale. Le 5 mars 2020, Amadou Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, a été désigné par le chef d'État lui-même comme son successeur direct. Mais malheureusement, l'homme rend l'âme le 8 juillet, suite à un malaise qu'il a eu lors d'un conseil des ministres. Alors, comment vous avez accueilli cette disparition tragique du chef et du Premier ministre? D'accord. Encore une fois, merci beaucoup James, merci chers attendants de nous suivre sur le débat de jeudi qui fait beaucoup et je vous invite par l'occasion à toujours suivre cette chaîne. Je voudrais aussi prendre une minute de silence en la mémoire des illustres disparus et je voudrais très sincèrement présenter toutes mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique, à toute la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est une grande perte. La Côte d'Ivoire perd un de ses grands serviteurs. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Alors Serge, en tant que chroniqueur, à 61 ans, un homme politique qui a déjà été transplanté, c'est un transplanté cardiaque en 2012. Le 2 mai dernier, suite à un malaise, un souci de santé, il a été envoyé en France où il s'est fait poser un stent, il est revenu. Est-ce que, vu l'état de santé de cet homme politique, est-ce qu'il avait vraiment la force de porter sur ses épaules tout ce que lui confiait le chef d'État? Ok, bon déjà, avant de répondre à cette question, nécessaire condoléances à la famille Gon. Maintenant, pour revenir à la question concernant le fait qu'il soit, on va dire, apte à pouvoir gérer la candidature pour le poste de président de la République. Il faut dire ici que, bon, selon ses proches, après avoir fait ces 2 mois de consultation, on va dire, en France, par rapport à son état de santé, il paraissait en forme, voilà, pour pouvoir tenir les rênes, on va dire, les missions qui lui avaient été confiées par son parti. Et en fonction, on va dire, par rapport aux images que nous avons eues, même le jour de sa mort, donnait l'impression d'avoir une nouvelle personne, voilà, qui était dynamique, qui pouvait, on va dire, tenir ce challenge-là. Mais il faut le dire, de point de vue personnel, pour quelqu'un qui a subi une telle opération, il aurait pu peut-être s'effacer un petit peu, laisser les autres mener sa campagne, et puis peut-être pourquoi pas revenir, vu que les élections sont encore dans 4 mois, donc il aurait encore largement le temps de revenir, et puis faire ce qu'il faut. Et ça lui permet de pouvoir reprendre, on va dire physiquement, du mal qu'il a eu. Alors, merci de ton intervention, Serge. Est-ce que vous pensez qu'après cette intervention
médicale en France, le Premier ministre a besoin d'un peu de repos avant de reprendre fonction. Bon, c'est vrai que suite à un décès, toujours il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de réflexions. Enfin, il y a des interrogations qui sont légitimes. Mais je pense que le plus important, c'est vrai, on va arriver dans le vif du sujet, c'est la configuration politique désormais qui va se poser. Le jeu politique, comment il sera réorganisé et tout ça, je pense que c'est ça qui va réellement retenir notre attention. Ils savent qu'il avait une santé fragile. Ils savaient qu'il a une santé fragile. Donc, écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur un plateau de télévision pour respecter la mémoire du monsieur. Mais je pense que tout ça était plus ou moins prémédité. Donc finalement, ils ont des arguments pour venir se présenter à nouveau. Mais de toute façon, nous on n'a pas peur. Nous on est prêts depuis. On est prêts, on attend 2020. En octobre, ils vont quitter. Vous êtes prêts? Ils vont quitter. Alors moi je vais revenir rapidement à mon collègue chroniqueur. Il dit bien sûr qu'ils sont déjà prêts, vu malgré tout ce qui a été prémédité comme il l'explique, ils sont prêts. Mais on voit même dans leur parti qu'il y a une division. Au FPI, quand on regarde bien, jusqu'à date, ils n'ont pas réussi à mettre en place, on va dire, une partie bien structurée. On a une tête, on sait un peu où chacun part. On est encore toujours dans cette division-là. Je crois le président Gbagbo avait demandé à ce que Afin-Guessan et Aswadou se mettent ensemble afin de mettre en place une feuille de route pour pouvoir définir clairement comment est-ce que c'est-à-dire uniformiser le parti, mais jusqu'à date n'ont pas été capables de le faire. La branche Afin-Guessan se plaint de ce que Aswadou est parti signer une convention avec le PDCI, qui ne sont pas d'accord, donc du coup, et aussi décide de ne plus participer on appelle ça aux discussions. On a vu Mme Gbagbo qui a reçu Afin-Guessan, les puits n'ont pas fuité, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais on voit que tout est au statu quo, puisque quand on les invite presque partout, ils se plaisent à dire que le FPI n'est pas divisé, mais voilà, c'est juste une question de guéguerre de... Merci. Mais vous qui êtes du militant du FPI, si on se cramponne à ce que vient d'expliquer mon cher collègue, est-ce que déjà le fait que Afin-Guessan lui il veut se positionner, ça ne permet pas quand même à votre parti de ne pas rééditer une politique de la chaise vide? Bon, non, pas du tout. Tous les responsables, ça il faut être clair dessus. Tous les responsables au niveau du FPI ont dit clairement, et depuis le congrès de Mossoul, il a été décidé que le FPI va participer à toutes les élections à partir de 2020. Mais avec quel candidat? Pour le choix du candidat, on a toujours dit, notre candidat naturel, c'est le président Gbagbo. Mais il ne se prononce pas. C'est le président Gbagbo, il va se prononcer en son temps. Chaque chose en politique, chaque chose est bon en son temps. Mais je voudrais... Je me suis jamais dit, mais si, au vu de toutes ces procédures qu'il a, on va dire, à son encontre, est-ce que vous pensez réellement qu'il peut être un candidat? En 2011, personne ne pariait qu'il allait un jour sortir le nez de la prison. Ça veut dire qu'ils ont la montre, on a le temps, et le temps, c'est le nom de Dieu. Je voulais juste revenir sur un truc qu'il vient de dire. Il dit dernièrement que Simon Gbagbo et Afin-Guessan se sont rencontrés. Je suis content qu'ils s'en réjouissent, parce que ça veut dire que réellement, il y a des contacts. Les gens discutent. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore porté à l'attention du public, mais sachez que ça, c'est une réalité. Notre division, même dans notre division, le FPI est uni, parce que si on n'était pas réellement unis, chacun serait allé créer son parti. Voici, on va dire Global qui est parti, il a créé son parti. Mais si présentement chacun se réclame du FPI, ça veut dire que nous tous, ce qui nous divise n'est pas aussi fort qu'en réalité ce qui nous unit. On va y arriver. Si vous permettez juste un petit point, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'au niveau des élections, nous n'avons pas avec prétention. Je le dis pourquoi? Parce qu'au niveau de l'État ivoirien, à partir du moment où vous êtes inscrit sur la liste électorale, c'est définitif. Tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours inscrit. Donc des fois, des gens pensent que comme depuis 2010, les militants du FPI, les sympathisants, les militants
disons, ceux qui aiment la vision du président Gbagbo depuis 2010 ont refusé de voter, ils pensent que bon, finalement, le FPI est devenu faible. Non. Allez de voir, nous tous qui n'avons pas voté, nous sommes présents sur la liste électorale, on a révisé, on a allé vérifier tous les noms au niveau de la liste électorale, on est là, on attend. En 2020, le FPI revient au pouvoir. Merci beaucoup. Mais en tant que il dit clairement que le choix, c'est Gbagbo. Gbagbo qui, depuis son acquittement en janvier 2019, n'est toujours pas officiellement candidat. Il n'a pas annoncé qu'il est candidat. Et il a fait 7 années derrière le barreau, si on peut le dire ainsi. Il ne s'est pas encore déclaré. Alors que l'un des militants ici dit que c'est le seul candidat. Est-ce que vous croyez que Gbagbo a une chance seulement déjà de se déclarer candidat à temps et remporter cette élection 2020? En fait, vu le timing, juste 4 mois restants, et on a encore toujours une procédure qui traîne, et il y a une autre procédure encore en Côte d'Ivoire où il est jugé. Donc je me dis, même si on le libère à l'international, en Côte d'Ivoire, il y a encore un autre problème qui se pose. Il y a déjà, j'avais suivi une intervention de son avocat qui disait ils avaient transmis une lettre à l'État de Côte d'Ivoire par le biais du greffier de la CPI pour pouvoir avoir la permission de rentrer au pays, en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'ils n'ont pas reçu de notes venant de la CPI, donc on voit qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, et je pense que même si on faisait un miracle, c'est pas sûr qu'il puisse être candidat. Donc moi, je les inviterais à dès maintenant penser à un plan B pour que il ne soit pas, on va dire, parce que on dit 4 mois, c'est pas long, ça va vite passer. Donc il faut dès maintenant qu'ils commencent à choisir une personne pour présenter au peuple. Mais est-ce que ce jeu auquel joue le président Gbagbo, est-ce qu'il préfère plutôt de se faire cotiser par ses anciens amis du PDC, parce que lui-même il a son parti, il se prononce pas? Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer? Quelles sont réellement ses intentions? D'abord, pour être honnête, je ne peux pas savoir réellement, puisque la question on va la poser au président Gbagbo directement, mais je voudrais rectifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il est le seul candidat. J'ai dit qu'il est le candidat naturel du Front populaire. Maintenant, ça ne veut pas dire si, par exemple, il y a jusque-là, parce que c'est vrai, l'optimisme, mais si parce qu'on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Si il est dans l'impossibilité réelle de se présenter physiquement en Côte d'Ivoire et à l'élection présidentielle, le FPI a plein de cadres, plein de ressources. Et ce sera quand est-ce qu'il faut décider de choisir, de désigner ce représentant-là pour vous permettre non seulement de battre campagne, de convaincre le peuple en 4 mois? Vous savez, le FPI, le Front populaire ivoirien, il est né du césarien. Tu vois, excusez-moi, je donne cette image-là pour dire que l'opposition, la culture de l'opposition, pas qu'on se plaît dans l'opposition, mais la culture de la douleur, de la souffrance réelle pour gagner réellement, le FPI a su le démontrer. Le produit Gbagbo est un produit qui est facile à vendre. Mais qui est même à la veille de l'élection présidentielle. Si le FPI présente son candidat, le FPI va remporter cette élection. Pourquoi? Pas parce que en Côte d'Ivoire, c'est seulement que le FPI qu'il y a. Non, pas. Je ne dis pas ça avec prétention, mais c'est parce que les gens qui sont en face, je parle du RHDP, dans plein de domaines, mais socialement, ils ont échoué. Socialement, les Ivoiriens en ont marre. Donc, c'est ce qui vous fait dire que même si à veille, vous avez votre candidat, Mais bien sûr. Est-ce que Serge, face à un candidat qui relève de ses centres comme Henri Konan le dit, le Sphinx de Daokoro, est-ce que face à un tel candidat qui déjà est sur le terrain bien avant Gbagbo, puisque Gbagbo, il s'est en quelque sorte retiré puisqu'il ne se prononce pas, est-ce que face à lui, le FPI pourra quelque chose au cas où ils vont décider finalement de leur représentant?
Il faut dire, ils ont déjà un accord. Donc, je suppose que ce qui est prévu, je ne sais pas tous les détails de ce qu'ils ont décidé comme accord, mais je pense je parlais du FPI et du PDCI. Donc, ça veut dire que je pense que celui qui ira peut-être au second tour, certainement que les autres viendront le soutenir comme ils l'ont fait en 2010. Donc ça veut dire que j'avais raison tantôt de dire que le président Gbagbo préfère se faire courtiser par ses anciens amis de ils vous diront que c'est la politique, voilà, et tout est fait ici. Moi je veux vous donner un scénario, peut-être ça peut ne pas se réaliser, mais ce que moi je vois que le 7 août 2020, le président actuel prend un décret, il décide de faire entrer tous ceux qui sont dehors. Et profite de cette occasion, vu que lui-même avait dit au départ qu'il ne veut pas être candidat, il va profiter de cette occasion pour dire bon, je vais faire entrer tout le monde et nous tous, nous sommes candidats. Et si on présentait ce schéma-là, vous avez toujours des chances au FPI? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis optimiste, mais je voudrais revenir sur le truc de ce que je me suis dit tout à l'heure par rapport au président Bédié. Vous savez, la candidature du président Bédié, au-delà de la Côte d'Ivoire, par moment, les gens ont du mal à la comprendre. Mais il faut aller comprendre plus ou moins la prise de conscience réellement. Mais n'oubliez pas que c'est à 86 ans. Hein? Oui, bien sûr. L'âge n'est en aucune façon un handicap. À partir du moment où vos facultés mentales sont bien en place, l'âge n'est pas un handicap. Monsieur Bédié s'est rendu compte et il s'est lui-même, ce sont ses mots. Il a dit à RFI et à France 24, il dit qu'il regrettait d'avoir appelé les Ivoiriens à voter pour M. Ouattara. Maintenant, s'il veut réparer son erreur, je pense que tout le monde c'est pour réparer ses erreurs ou bien c'est une pour sa candidature, je trouve que ça ne doit pas nous étonner parce que si les gens sont permis d'aller modifier la constitution qui permettait de vider, d'avoir Alassane Gbagbo Bédié à ces élections-là, faut pas qu'on s'étonne, faut qu'on accepte. Les gens ont voté avec on dit combien de pourcents. Donc, mais quand même, on a même retiré la clause santé. Voilà, qui permettait aussi de pouvoir disqualifier certains candidats. Mais comme elle le dit, si ça permet de réparer une injustice, tant mieux. Mais oui, c'est ça, c'est la mission que lui, il veut s'assigner. Donc voilà. Mais sinon, pour ma part, en étant jeune, j'estime qu'il faut que ces vieux-là nous laissent un peu la place. Justement, parlant de la jeunesse, voilà que les jeunes qui pouvaient aussi booster cette campagne et cette période électorale, je veux parler de Soro, je veux parler du co-détenu du président Gbagbo, c'est son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Charles Blé, merci de l'avoir rappelé. Alors, ceux-là ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas aussi une des motivations du président Henri Konan-Bédié? Parce que la jeunesse même n'a pas un leader jeune derrière qui elle va se ranger aujourd'hui. Bon, personnellement, moi, j'ai pas comme je l'ai dit tantôt, pour moi, j'ai pas de problème d'âge, de jeunesse. Non. Moi, j'ai un problème de valeur, de modèle. Parce que même parmi ces jeunes qu'on a cités tout à l'heure, il y a certains, c'est pas des modèles. Oui, justement. Il y a certains qui sont allés prendre des armes pour pouvoir attaquer leur pays. Aujourd'hui, ils font comme s'ils sont des victimes. Mais c'est le revers de la médaille. Vous voulez parler de qui exactement? Je parle de M. Soro Guillaume. Oui, monsieur Soro Guillaume, il fait... Je parle de M. Soro Guillaume. Soro Guillaume, il était devant les télévisions nationales pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il a pris les armes parce qu'on l'empêchait de porter Boubou. Et que si M. Ouattara prenait le pouvoir, tout le monde allait, c'est-à-dire le miel et le lait allaient couler partout. Aujourd'hui, lui, il se divorce avec... Exactement. Il se retrouve en exil. En Côte d'Ivoire, présentement, il faut que tous les Ivoiriens puissent se retrouver. Et celui qui est capable d'apporter, qui a vraiment le cœur large pour apporter cette réconciliation-là, c'est le président Gbagbo. Vivement qu'il soit ici pour vous. Alors, il a évoqué tantôt le jeune Soro, 48 ans aujourd'hui, mais il a 5 ans d'inéligibilité en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était un projet de règlement de compte politique? Si je me permets de juste répondre rapidement, puis je reviens à ta question. Bon, pour moi, j'ai un problème quand on dit qu'il y a un individu qui va incarner la réconciliation.
ça me dérange. Parce que réellement, ce n'est pas l'individu qui peut nous ramener la paix. Si les frères qu'on avait de la même patrie ne sont pas capables de se pardonner, ne sont pas capables de vivre, parce qu'ils sachent. Mais quand même, il faut un initiateur. C'est peut-être ce qu'il veut dire par là. Non, mais à ce qu'ils sachent, est-ce que ces individus-là qui sont au pouvoir, l'Ivoirien qui est en train de pousser sa boulette quelque part, il bénéficie de l'argent de ce dernier-là? Non. Donc, les gens font le palabre, on va dire le palabre des générations, et ils essaient de le rapporter ça sur la population, et c'est presque partout en Afrique. On rapporte ça sur la population se bat pour un rien, c'est-à-dire que on fait du gâchis total pour un rien du tout, pendant que les individus se connaissent, ils s'appellent, ils mangent bien, ils dorment bien, et on vient de faire croire que oui, c'est ceux-là qui vont venir nous ramener la paix. Non, si les gens veulent la paix, réellement la paix, qu'ils se débarrassent de cette génération. Je veux juste dire, avant qu'il intervienne un peu, en fait, je ne suis pas en train de défier monsieur le président Gbagbo, mais chaque lutte a besoin d'un leader. Et quand vous avez les instruments du pouvoir, c'est à vous justement, comme James tu viens de le dire, c'est à vous d'initier la réconciliation. C'est à vous le père des familles. Oui, c'est vous le père de ça. On a fait beaucoup de forums. Je vous donne un exemple. Il y a eu le forum de la réconciliation. Peut-être qu'au niveau du forum de la réconciliation, les résolutions, et ça même c'est sûr, c'est même pas peut-être, les résolutions qui ont été prises n'ont pas suffisamment été appliquées. Le forum s'est passé en octobre, en novembre ou décembre 2000, juste après la prise du pouvoir. Et pendant ce temps, les gens étaient quand même en train de préparer la rébellion. Oui, mais il y a eu encore un autre qui a été fait encore justement, qui n'a pas abouti. Mais ça n'a pas abouti, pourquoi? Parce que jusque-là, on a mis combien de milliards? Environ 16 milliards, si je ne m'abuse, dans le projet de M. Bani pour la réconciliation. Les résultats sont où? Ils ne veulent pas de la réconciliation. Voilà la raison pour laquelle je trouve que nos leaders que nous avons ne peuvent pas nous dire qu'ils veulent incarner une réconciliation des Ivoiriens. Vous, simplement, vous voulez que c'est toute cette génération-là qui résume à eux seuls plus d'un quart de siècle. Oui, j'ai plus de 30 ans de souffrance du peuple ivoirien qui se mettent à l'écart. Ils nous ont déjà montré de quoi ils étaient capables. Il y a eu de bons, il y a eu de mauvais. Maintenant qu'ils laissent cette génération que moi j'appelle la génération. Mais est-ce que vous croyez quand même à une chance du président, bon, je ne veux pas dire président, de Soro, Guillaume Soro, parce qu'il a des chances quand même de rentrer et de... N'oubliez pas que les 3 derniers présidents de la Côte d'Ivoire, excepté l'intermède Gueye, ils ont été tous sont partis de l'exil pour être portés à la tête de l'État. Ah non, mais je ne pense pas que cela va se réaliser comme ça. Parce que Soro avait eu à faire face à un règlement de compte politique. Bon, mais ça, c'est... En quelques petites mots. Mais bien sûr, c'est un règlement de compte. Donc, pour moi, M. Soro, il récolte que ce qu'il a semé. Je termine très rapidement sur ces mots que disait justement le président Gbagbo. Il parlait à Soro et ses amis, le Gouvernement, qui présentement était très bavard d'ailleurs, qui présentement est en prison. J'espère qu'il aura le temps de bien méditer. Mais il leur disait que vous me combattez aujourd'hui. Pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, parlant de M. Ouattara, les plus chanceux d'entre vous seront en exil. C'est sûr, nous assistons aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vois, les Ibrahim Koulibaly, qui, depuis 1999, ont donné de leur vie, mais leurs familles aujourd'hui sont. Alors, vous qui souhaitez tant que toute cette génération-là laisse la place à une nouvelle génération qui aussi peine à choisir son candidat parce qu'on n'en a pas encore officiellement. Pour finir ce débat, quel est le schéma que vous voyez après l'élection 2020? Après l'élection, donc je suppose qu'on sait déjà tous les candidats qui ont remporté les élections. Bon, il faut dire si ça sert maintenant aux jeunes de s'assumer. Quand je dis aux jeunes, je parle de moi-même, de chercher à occuper la scène politique pour pouvoir prouver aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas besoin d'avoir pour Dieu que ces 3 individus-là et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi incarner le développement, le succès de notre nation. Et en ce moment, vous voyez qui est à la tête du pays, par exemple? D'ici 2020 ou après 2020?
Bon, après 2020, ça veut dire qu'il y avait déjà un président. Non, mais moi, sincèrement, j'inviterais les Ivoiriens parce que pour moi, pour un pays divisé, il faut prendre, on va dire, une personne de consensus. Un monsieur que j'aime bien, voilà, qu'on appelle le professeur Mamadou Coulibaly. Mais pourquoi ne pas faire un consensus autour de ce monsieur-là et puis ça va permettre de faire une transition comme au Libéria, passer la main à d'autres choses. Ça, c'est le peuple qui en décidera. Alors, est-ce que vous qui êtes militant fervent du FPI, est-ce que si le président, pour finir le débat, est-ce que si le président Gbagbo ne se décidait pas à temps, est-ce que vous êtes pour la candidature de Afeni N'Guessan? Pour répondre clairement, étant un militant discipliné, moi j'attendais le mot d'ordre du parti. Et quel que soit celui que le parti désignera, c'est pour lui que moi je vais voter. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire aussi... Quelques petites minutes, oui, parce que nous sommes contraints aussi par le temps. Très bien. Alors ce que je voudrais dire aux internautes, aux Ivoiriens, c'est que effectivement 2020 est un moment. 2020 est pour nous. Profitez de l'affichage des noms sur les listes électorales pour vérifier si vos noms y sont. S'il y a des personnes, comme il y aura le contentieux qui sera, si vous avez remarqué auprès des voisins qu'il n'y avait pas de droit, qui se sont inscrits, la loi vous donne l'autorisation de contester ces inscriptions-là. Soyons tous vigilants. Je termine enfin en disant un mot à mes compatriotes de la sous-région. Nous tous, maintenant, présentement, nous sommes à l'étranger. Dans un État, il y a des droits. Pour des problèmes administratifs, par moment, on peut user, ce n'est même pas légal, mais souvent on use des pièces d'identité de ce pays-là. Mais pour décider de la destinée de ce pays-là, il faudrait que vous vous éloigniez de la politique. Nous vous aimons, mais nous aimons encore plus notre pays. Merci. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons achever le débat du jour. C'était la Côte d'Ivoire et sa situation électorale de 2020.